Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Michel Prüm. L'Afrique du Sud d'après Mandela est parfois présentée comme une société post-raciale, par opposition au régime de contrôle social fondé sur les divisions entre races qu'était l'apartheid. Au tristement célèbre système instauré par le Parti national après 1948, est opposée la Nation arc-en-ciel, de l'archevêque Desmond Tutu, construite après 1994 sur les ruines d'une législation discriminatoire et d'un racisme d'État. Pourtant, des doutes se sont très vite exprimés sur cette ère post-raciale. Mais l'événement qui, à juste titre, a interpellé la communauté internationale est le massacre de Marikana en août 2012. La police tira à balles réelles sur des mineurs noirs en grève et en tua 34. Qui plus est, le gouvernement de l'ANC, le parti qui avait historiquement combattu l'apartheid, épousa la version des faits présentée par la police, qui faisait des mineurs les responsables et non les victimes de cette tuerie. Anaël Le Poulnec, qui a consacré sa thèse au cinéma sud-africain, traite de cet épisode tragique au travers de 2 documentaires sortis en 2014, Miners Shutdown de Rehad Desai et Night is Coming, As Remedy for the Victims of Marikana d'Erian Kaganoff. On ne sera pas surpris d'apprendre que les 2 films contredisent la version policière invoquant la légitime défense des forces de l'ordre. Pour reprendre la belle formule d'Anaël Le Poulnec, Desai vise à redonner une voix et une individualité à ces mineurs tués avant d'être tués. Les images que présente ce réalisateur sud-africain font écho aux documents d'archives de la période de l'apartheid, et le massacre de Marikana rappelle douloureusement les massacres de Sharpeville, 1960, et Soweto, 1976. Le film de Kaganoff est moins didactique, moins direct que celui de Desai. Plutôt qu'à montrer ou à démontrer dans un langage chronologique classique, il cherche à déconstruire. Déconstruire le récit national, et en particulier le récit de la réconciliation, autour de la commission Réconciliation et Vérité, symbolisée par la personne iconique de Nelson Mandela, que le film montre en train de danser tandis que la bande-son fait entendre le bruit des balles tirées contre les mineurs. Pour Anaël Le Poulnec, comme pour le sociologue sud-africain Peter Alexander Kelsit, la sanglante tragédie qu'évoquent ces 2 films représente un tournant de l'histoire du pays et pourrait marquer le début d'une Afrique du Sud, post-Marikana, c'est-à-dire d'un pays où l'on ne peut plus se contenter d'opposer présent et passé, dans une logique binaire qui dédouanerait le pouvoir en place. Le passé de l'Afrique du Sud, c'est bien sûr les années d'apartheid, 1948 à 1994, mais c'est aussi le passé colonial. Pour mieux l'analyser, Gilles Tellier, chercheur sud-africaniste, se sert d'un autre médium fort éclairant et pourtant peu exploité, la carte postale. Peu de chercheurs ont su profiter des richesses ethnographiques que nous fournit ce petit morceau de carton, devenu très populaire au tournant du XXe siècle et très vite objet de collection. Gilles Tellier, qui a récemment publié Aux origines de l'apartheid, la racialisation de l'Afrique du Sud dans l'imaginaire colonial, s'intéresse ici exclusivement à l'ethnie des Zoulous, qui n'a encore jamais été étudiée scientifiquement à partir des cartes postales. Or très nombreuses étaient les cartes consacrées à cette population. Gilles Tellier lui-même s'appuie sur un riche corpus de 500 cartes, dont une dizaine sont reproduites dans le présent volume. À travers elles, c'est l'imaginaire colonial qu'il débusque, cet imaginaire qu'Édouard Saïd place aux côtés des soldats et des canons dans la grande bataille que se livraient forces colonisatrices et peuples colonisés. L'image nourrit l'imaginaire, et l'imaginaire préside au choix des images, qu'il s'agisse des options retenues par le photographe, l'éditeur, le marchand ou le collectionneur. Quels hommes et surtout quelles femmes montrer, dans quel environnement, dans quelle activité, tout cela renseigne précieusement l'historien de l'Afrique du Sud sur les Européens impliqués dans cette industrie plus que sur les Zoulous au centre des images. Contrairement au proverbe chinois, quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt, c'est ici le doigt qu'il faut regarder car c'est l'acte de montrer et de choisir qui contient le plus grand potentiel heuristique. Comme Gilles Tellier et Anaël Le Poulnec, Claude Carpentier, chercheur en sciences de l'éducation, s'intéresse au rapport entre passé et présent en Afrique du Sud. Il montre comment la commission Réconciliation et Vérité, TRC, selon l'acronyme anglais, s'est focalisée sur le passé immédiat que constitue la période de l'apartheid,
dans le cadre d'un double processus de redistribution socio-économique et de reconnaissance culturelle et symbolique. Les deux volets sont bien sûr couplés. Sur l'idée de redistribution se greffe celle de réparation des fautes. Or l'idée de réparation des fautes pose problème. Claude Carpentier cite un manuel scolaire sud-africain qui oppose le procès de Nuremberg, en Allemagne, et les travaux de la TRC. Les crimes nazis sont des crimes contre l'humanité et sont donc imprescriptibles alors que ceux de l'apartheid seraient des violations flagrantes des droits humains. Gross Human Rights Abuse, qui, pour grave qu'elle soit, n'interdirait pas la réconciliation dans une dynamique de reconnaissance, de pardon et de réparation. Mais le problème principal, selon Claude Carpentier, est que ce passé proche de l'apartheid s'inscrit dans le long terme de la colonisation et de l'esclavage. Or le rôle de l'esclavage dans l'histoire sud-africaine a, selon lui, été longtemps sous-estimé. Il est temps de rappeler l'importance du phénomène esclavagiste, son périmètre géographique bien supérieur à la seule colonie du Cap, et les limites de l'abolition de l'esclavage aux alentours de 1834. Reconnaître la continuité historique et le lien entre le passé esclavagiste de l'Afrique du Sud et l'apartheid ne va pas de soi, souligne Claude Carpentier et il invite, en s'appuyant sur l'historiographie récente, à une véritable anamnèse collective. La problématique raciale sud-africaine se retrouve dans le pays voisin qu'est la Zimbabwe, dirigé depuis 1987 par Robert Mugabe, père de l'indépendance. Comme l'Afrique du Sud, l'ancienne Rhodésie du Sud connue après la période de colonisation britannique des années de domination blanche et de pratiques sociales ségrégationnistes, durant lesquelles le régime de Salisbury, aujourd'hui Harare, dirigé par Ian Smith, imposa sa loi après avoir rompu avec Londres. Loi qui ressemblait beaucoup à la législation sud-africaine d'apartheid. C'est ce que note Thierry Vircoulon, spécialiste de l'Afrique australe, qui examine les questions raciales de la Rhodésie au travers de l'œuvre fictionnelle de Doris Lessing, romancière britannique qui reçut le prix Nobel de littérature en 2007. Le destin de cet auteur, disparu en 2013, est inséparablement lié à cette terre africaine, même si elle n'y naquit pas et s'installa en Angleterre à l'âge de 30 ans. L'œuvre de Doris Lessing, peut écrire Thierry Vircoulon, commence en Afrique et d'une certaine façon finit en Afrique. La Rhodésie de l'époque est une société essentiellement rurale, et les nouvelles de Lessing s'intéressent aux relations intimes dans le microcosme hors norme de la ruralité coloniale, soulevant donc à la fois les questions d'ethnicité et de genre. On mesure l'inégalité des normes coloniales. Consensus tolérant autour des rapports discrets entre hommes blancs et femmes africaines, alors que l'inverse, une liaison entre une blanche et un noir, est le tabou suprême. Au travers de sa lecture attentive de Lessing, Thierry Vircoulon décrit les rapports entre les différentes communautés, britanniques, afrikaners, africains. Il analyse aussi la position des ouvriers britanniques qui tirent avantage d'un marché du travail protégé, pour atteindre un niveau de vie inaccessible à eux en Europe. C'est toute une sociologie de la Rhodésie, puis du Zimbabwe qu'il nous fait découvrir tout en suggérant des liens avec d'autres pays comme l'Afrique du Sud ou même le Congo colonial. Les Africains n'étaient pas rangés tout à fait au bas de l'échelle de l'évolution humaine dans l'imaginaire colonial. Ce sont les aborigènes d'Australie qui avaient droit à cette dernière place, le dernier échelon humain avant l'animal. En revanche, les Maoris de Nouvelle-Zélande étaient mieux considérés et se retrouvaient placés au-dessus des Africains et des Asiatiques. Il faut dire que la structure hiérarchisée de la société maori offrait aux Britanniques une lisibilité qu'ils ne retrouvaient pas dans les populations nomades et éparses que constituaient les aborigènes australiens. Les Britanniques se reconnaissaient dans les Maoris, dont ils admiraient la bravoure guerrière, alors que les aborigènes n'avaient pas eu besoin de développer une culture belliciste. Martin Piquet, chercheur australianiste, s'appuie sur cette opposition pour expliquer les différents traitements que connurent les combattants aborigènes et maoris à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Certes, une communauté de destin les unit, au sens où l'hécatombe de la Grande Guerre poussa Australiens et Néo-Zélandais à incorporer un nombre croissant de ces combattants indigènes dans les forces combattantes des deux pays. Mais les Maoris eurent droit à des bataillons séparés, quand les aborigènes furent mêlés aux autres soldats. Les lendemains de guerre furent amers aux deux communautés, mais dans des proportions différentes. Plus discriminés, les aborigènes n'eurent droit à aucune indemnité ou autre pension. Les Maoris, eux,
ne furent pas systématiquement exclus de certains avantages, mais peu d'entre eux purent effectivement en profiter. Autre composante de l'Empire britannique, l'Inde, le plus brillant joyau de la couronne britannique selon le Premier ministre conservateur Benjamin Disraeli, n'a pas, malgré sa civilisation millénaire, trouvé grâce dans l'imaginaire colonial. Au XVIIIe siècle, le missionnaire écossais Alexander Duff attaque la religion hindouiste qui réduit, selon lui, les Indiens à un statut infantile. Claire Kaczmarek, scoticiste et historienne du fait religieux, croise ici les discriminations de race et de religion, à travers la biographie de ce fils des Lumières écossaises et de la religion presbytérienne, proche des idées de David Hume et héritier de John Knox, réformateur du XVIe siècle qui mettait l'éducation au centre de son projet démocratique. Duff rend l'hindouisme responsable d'une société verrouillée et sclérosée, et de son système de castes. Il oppose le modèle chrétien, évangélique et néo-testamentaire qui laisse à l'être humain sa part de libre arbitre, alors que les castes indiennes, qui enferment les humains entre des murs infranchissables, ne peuvent être remises en cause car elles sont d'essence divine, puisque créées par le dieu Brahma. C'est donc au nom d'un discours progressiste, fondé sur l'importance de l'éducation et du progrès social, que Duff défend l'impérialisme britannique, porteur selon lui d'une mission civilisatrice qui est aussi celle de l'Église d'Écosse, la Kirk. Les liens entre l'Asie et l'Europe passent par les missionnaires, les explorateurs, les marchands ou les soldats. Ils passent aussi par les écrits, par les textes qui s'échangent et pour ce faire se traduisent. L'exemple emblématique choisi par Ming-Ming Su, chercheuse de l'Université de Pékin, est celui des traductions chinoises de Charles Darwin et en particulier de son ouvrage principal, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Race in the Struggle for Life, paru en Angleterre en 1859. On sait le rôle joué par cet ouvrage et les lectures hasardeuses qui en furent faites en Angleterre même, aboutissant à ce qu'on a nommé le darwinisme social, qui n'a que peu à voir avec la théorie darwinienne originelle. Le passage du texte à d'autres langues n'a fait qu'accentuer ce biais. En Chine comme en France, les traducteurs ont déformé le texte anglais. Avant la première traduction chinoise, qui parut fort tard, elle fut réalisée entre 1901 et 1919, les Chinois avaient appris à connaître le darwinisme à travers non pas son fondateur, mais son fidèle disciple Thomas Henry Huxley, et la libre traduction de son ouvrage Evolution and Ethics, 1893, effectuée et commentée par Yan Fu. Cet ouvrage, intitulé Tianyanlun, Wang Wu Bao, connut un succès surprenant et exerça donc une influence considérable sur les cercles intellectuels chinois. Or, pour Yan Fu, la survie des plus adaptés est avant tout un principe qui concerne les rapports sociaux. Sa lecture est clairement social-darwiniste et spencerienne. Mais c'est peut-être ce que voulaient lire les dirigeants de l'époque, soucieux d'apprendre de l'Occident comment mener leur pays vers le progrès et faire triompher les plus adaptés face à la pauvreté endémique. Darwin eut bien sûr une forte influence d'abord dans son propre pays, et tous les domaines de la pensée et de l'art furent concernés par cette nouvelle théorie évolutionniste. La poésie n'échappa pas à la règle, comme le montre la contribution de Fabienne Moine, qui recherche dans la production poétique des victoriennes des clés pour mieux comprendre cette société et retrouve donc le darwinisme et l'anti-darwinisme dans son corpus littéraire. Ce corpus est fabuleux par sa taille. Écrire des poèmes était une activité très répandue à l'époque, et sa diversité, toutes les classes sociales écrivaient, les ouvrières comme les bourgeoises. Fabienne Moine s'intéresse à la sélection artificielle des animaux, dont la sélection naturelle est la métaphore, et en particulier celle des chiens. Cette activité s'accroît au XIXe siècle et le nombre de races, rappelle-t-elle, passe d'une quinzaine en 1800 à 200 en 1900. Sélection rime avec distinction, et posséder un chien de race permet de s'élever dans l'échelle sociale, aussi irrationnel que cela soit. Déjà Épictète ironisait. Si le cheval disait en se redressant « Je suis beau », ce serait tolérable, car il se vanterait d'un avantage qui est à lui. Mais toi quand tu dis en te redressant « J'ai un beau cheval », sache bien que l'avantage dont tu te vantes est à ton cheval. L'avantage du chien est ainsi instrumentalisé au service d'une meilleure visibilité de l'ascension sociale. Mais Fabienne Moine montre aussi comment nombre de victoriennes s'opposent à cette hiérarchisation et jettent leur dévolu sur les petits et les humbles. À travers les races canines, ce sont bien sûr les classes sociales qui sont visées. Le darwinisme et les théories de l'évolution en général,
y compris le lamarckisme, ont aussi fortement marqué la sociologie et en particulier les écrits de Walter Bagehot. Moins connu que Herbert Spencer dont il est le contemporain, Bagehot est surtout perçu aujourd'hui comme un constitutionnaliste. Or, comme le rappelle Catherine Marshall, il est l'un des pères en Angleterre de ce qu'on a appelé l'évolutionnisme sociologique, grâce à Physics and Politics, ouvrage publié en 1872, l'année où Darwin publie la 6e et dernière édition de son livre, intitulé pour la première fois The Origin of Species. Si le titre court est déjà éloquent, la fin du titre long l'est encore davantage. Thoughts on the application of the principles of natural selection and inheritance to political society. Il s'agit donc bien d'appliquer les théories naturalistes à la société humaine, comme le fit Spencer, mais non après lui, les deux œuvres étant concomitantes. Catherine Marshall étudie cette évolution des nations, décrite par Bagehot, depuis la cellule primitive, la famille patriarcale dont l'homme se sort en promulguant des lois indispensables à son évolution. L'article de Catherine Marshall montre bien l'originalité de Bagehot et l'ambiguïté de son ouvrage qui a mené certains à l'accuser d'affirmer que la nature, en sélectionnant les nations les plus fortes, faisait de certaines races des races naturellement supérieures et par là même élues pour dominer les autres. Or, pour Walter Bagehot, les nations, dans leur stade le plus évolué, se détachent du processus sélectif et donnent à l'éducation la tâche de transformer la société. On reconnaîtra là le concept des effets réversifs de l'évolution, qu'a forgé Patrick Thor pour expliquer l'anthropologie darwinienne de la filiation de l'homme, 1871, et auquel se réfère Catherine Marshall. La pensée évolutionniste a enfin marqué la perception par la société victorienne des criminels et de la criminalité. Dans l'imaginaire racial de l'époque, le criminel avait une place particulière. Neil Davy étudie depuis des années la racialisation du délinquant par les criminologues victoriens. On sait l'influence qu'eut l'italien Cesare Lombroso, avec son ouvrage L'uomo delinquente, Milan 1876, traduit et largement diffusé en Angleterre. Il existe pour cet auteur et ses disciples un criminel type, programmé dès la naissance à un destin de meurtrier et qu'on peut reconnaître, dès le berceau, à ses traits physiques. Dans le présent volume, Neil Davy s'intéresse au criminel type en miniature, c'est-à-dire à la délinquance juvénile et à son traitement par la société britannique du XIXe siècle. Pour ce faire, il a choisi d'examiner l'expérience du pénitencier de Parkhurst, bâti sur l'île de Wight, premier établissement britannique destiné spécifiquement à l'incarcération des enfants. Cet établissement répond à l'inquiétude des classes possédantes, devant ces classes dangereuses issues des bouleversements de la révolution industrielle. Il est destiné à la fois aux jeunes forçats sujets à la relégation vers l'Australie et aux petits délinquants purgeant des peines de plus de 12 mois. Il est réservé aux garçons. Ce sont les jeunes délinquants masculins, note Neil Davy, qui attirent l'attention, les filles étant presque invisibles dans la littérature de l'époque sur la délinquance juvénile. On reste dans l'histoire des marges et du confinement avec l'article d'Élodie Grossi sur une institution américaine, qui enferme non les délinquants mais les fous. De même que Parkhurst était réservé aux enfants, l'asile étudié ici est le premier établissement uniquement pour Noirs de Virginie. Construit en 1869, peu après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, par le 13e amendement, en 1865, le plus vieil hôpital pour Noirs du pays deviendra le pionnier et le modèle, en termes d'architecture et de gestion, des futurs hôpitaux pour Noirs. Faire la micro-histoire de ces institutions psychiatriques ségrégées est, pour Élodie Grossi, une façon de désinvisibiliser tout un pan de la société américaine. Il est intéressant de noter que, parmi les raisons avancées contre ces asiles, figurait l'idée que la folie ne touche que les êtres civilisés et donc que les Noirs et les Indiens étant des êtres frustres, ils n'étaient pas susceptibles de développer une telle pathologie. D'autres au contraire acceptent la possible folie des Noirs, mais la relient à la liberté qu'on vient de leur donner au Sud, ou à celle dont ils jouissaient au Nord. Les statistiques sont convoquées pour prouver que plus un Noir passe d'années en liberté, plus sa condition mentale se dégrade. L'esclavage jouait donc, selon eux, un rôle protecteur en ce qui concerne l'épidémiologie mentale noire. L'identité américaine noire s'oppose à l'identité blanche, dans un système racial binaire qui est propre aux États-Unis. En Louisiane,
Cette binarisation survient avec l'états-unification de ce territoire français, vendu par Napoléon à la jeune République en 1803. Comme le rappelle Aurélie Godet, ce processus d'intégration aux États-Unis a progressivement effacé l'urbanité métissée des périodes françaises et espagnoles, au profit de ce face-à-face mortifère entre noirs et blancs. La règle de la seule goutte de sang, One Drop Rule, veut dire que même si l'on n'a qu'un 32e de sang noir, on est noir. C'est dans ce contexte hautement racisé que se déroule tous les ans à la Nouvelle-Orléans le célèbre événement festif. Aurélie Godet, qui poursuit une recherche innovante sur les carnavals, analyse à travers ce prisme le jeu des oppositions identitaires à travers 4 étapes historiques. Elle prolonge ainsi une première contribution qu'elle avait consacrée à l'édition de 1873 du Carnaval de la Nouvelle-Orléans, dont la thématique était Charles Darwin et le fameux chaînon manquant. Le présent article suit l'évolution du défilé jusqu'à 2015, soit 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina. Le jeu des oppositions identitaires se retrouve aussi aux États-Unis dans les catégories raciales de juifs et d'arabes, qui sont parfois accolés dans le composé juif-arabe. Si grande est à première vue, l'opposition entre les deux termes qu'on pense d'abord à un oxymore. Nadia Malinovitch, américaniste spécialiste des minorités juives et arabes américaines, montre ici qu'il n'en est rien et que l'expression est de plus en plus revendiquée dans un processus d'autodésignation et d'autoreprésentation. La réflexion de cet article ne concerne pas l'existence éventuelle de juifs arabes. Ce qui en revanche est à l'étude ici, c'est de savoir qui aux États-Unis s'affiche comme juif arabe, et pourquoi. Parmi les personnes qui revendiquent cette double identité, Nadia Malinovitch cite ainsi certains juifs séfarades américains qui se sentent plus à l'aise, plus intégrés dans les quartiers arabes qu'au milieu de leurs coreligionnaires ashkénazes, dont ils ne partagent ni les goûts ni la culture. Il n'est pas surprenant que le terme juif arabe entre lentement mais sûrement dans la culture juive américaine. Ici, l'opposition des identités ethniques se fonde dans un métissage culturel qui se crée une place nouvelle dans l'imaginaire racial américain. Violence et corps noirs, déconstruction des images de Marikana dans Miners, Shutdown, Riyad Desai, 2014, et Night is Coming, As Remedy for the Victims of Marikana, Ariane Kaganoff, 2014. Anaël Le Poulnec. Introduction. Le massacre de Marikana, un tournant pour l'Afrique du Sud. Marikana est un village de la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud, entouré de mines de platine, exploité pour la plupart par une compagnie minière britannique, Lone Mine. En août 2012, un groupe de mineurs se mit en grève pour réclamer une meilleure paye et des conditions de travail plus sûres. Le 16 août, après une semaine d'interruption de l'activité, ponctuée d'affrontements entre forces syndicales grévistes et forces de police, ces dernières intervinrent et tirèrent sur les mineurs, faisant 34 morts et 78 blessés. Immédiatement après les faits, la police donna sa version selon laquelle les policiers auraient agi en situation de légitime défense face à une charge des grévistes. Les 270 mineurs arrêtés furent collectivement inculpés de violences publiques, puis de meurtre et tentative de meurtre. L'African National Congress, le parti de gouvernement et historiquement un acteur central de la lutte contre l'apartheid, soutint cette décision. Pourtant, petit à petit, des témoignages émergèrent pour interroger ce récit des événements et tenter de faire apparaître une seconde version des faits plus favorable aux mineurs. À des fins d'élucidation, une grande enquête publique fut menée par la commission Farlam à la demande de Jacob Zuma, le président sud-africain. Entre octobre 2012 et mars 2015, celle-ci révéla un usage excessif de la violence et des échanges ambigus entre la direction de Lone Mine et certains hauts fonctionnaires du ministère de la Police et du ministère des Ressources minières, peu avant les faits. Le rapport final de la commission d'enquête, remis au président en mars 2015 et rendu public le 25 juin 2015, reste très mesuré au regard des éléments mis au jour durant l'enquête. Il conclut à une mauvaise gestion de la part de la responsable de la police nationale d'alors, Ria Fiega, et demande des enquêtes complémentaires. Une enquête portant sur la responsabilité de Fiega, suspendue de ses fonctions en octobre 2015, s'est ouverte en mai 2016. La réaction en Afrique du Sud fut un immense choc. L'événement, et la manipulation de l'information opérée au détriment des mineurs qui en a découlé,
rappelle en effet les heures les plus sombres de l'apartheid, comme le massacre de manifestants qui protestaient contre le port obligatoire du pass pour les Noirs à Sharpeville en 1960. L'écho se fait notamment par l'emploi du mot massacre pour désigner les deux événements, ou celui de lycéens de Soweto en 1976 lorsque ceux-ci protestaient contre l'imposition de l'afrikaans comme langue d'enseignement à l'école. L'évocation des violences d'apartheid dans le contexte post-1994 se fait habituellement à travers le prisme du changement de régime. L'Afrique du Sud d'avant, celle de l'oppression, du racisme institutionnalisé et de la violence d'État, s'oppose ainsi à l'Afrique du Sud contemporaine, pensée comme démocratique, égalitaire et post-raciale. La Commission Réconciliation et Vérité, 1996 à 1998, joue alors le rôle de rouage entre ces deux époques opposées. Le massacre de Marikana crée un hiatus dans cette logique binaire opposant passé et présent. C'est le pouvoir post-apartheid qui est mis en cause, celui-là même qui représente le présent démocratique. Marikana a donné corps à un discours qui s'érige en face du discours officiel de rupture avec le passé. Émergent des rhétoriques de continuité, rien n'a changé, ou de résurgence, ça se produit de nouveau. Le sociologue Peter Alexander a démontré que Marikana est un tournant, un événement historique pour l'Afrique du Sud, en raison de son impact. Parmi les effets qu'il évoque, citons le mouvement de grève qui s'est poursuivi pendant les mois et années suivantes, le changement dans l'équilibre des pouvoirs politiques. L'ANC souffre désormais d'un discrédit qui bénéficie entre autres au mouvement radical des Economic Freedom Fighters et syndicaux. NUM, critiqué pour n'avoir pas soutenu les mineurs, laisse place à AMCU dans les mines de platine. Les mouvements étudiants, qui ont pris de l'ampleur depuis 2015, font également référence à Marikana. L'événement est en effet perçu comme un révélateur de problèmes persistants, mauvaises conditions de travail, limitation du droit de grève, et comme la continuation de l'exercice d'une violence soutenue par l'État et exercée contre des Noirs. Marikana a servi de catalyseur à une angoisse et une méfiance vis-à-vis des grands récits de la période post-apartheid. La réconciliation entre Blancs et Noirs au bénéfice de tous, la nation arc-en-ciel unie dans sa diversité, l'égalité des chances, ou encore le rôle de l'ANC comme garant des valeurs de la lutte anti-apartheid et des droits de tous, y compris des plus défavorisés. Dans sa démonstration, Alexander intègre un argument qui, comme notre étude, fait converger politique et art. Il convoque les travaux de l'historien et politologue américain William Sewell, qui définit notamment les événements historiques comme des « actes de créativité collective ». De nombreux artistes ont en effet choisi Marikana comme sujet ou comme objet, comme prisme par lequel appréhender, penser, représenter l'Afrique du Sud aujourd'hui. Parmi eux, nous nous intéressons pour cet article à deux réalisateurs sud-africains, Read Desai et Ariane Kaganoff. Présentation des films à l'étude. Parmi les œuvres consacrées à Marikana, le long-métrage documentaire de Read Desai, Miners Shutdown, Wuru Productions 2014, 86 minutes, est l'une des premières initiatives et peut-être aussi l'une des plus connues. Réalisé entre 2012 et début 2014, le film a été salué pour avoir présenté une version des faits alternative à celle de la police. Desai est un réalisateur sud-africain, dont les parents, militants ANC, durent s'exiler pendant l'apartheid. Il est l'auteur de plusieurs documentaires engagés portant sur des questions identitaires et raciales, The Art of Whiteness 2006 ou encore la justice spatiale et l'espace urbain, The Battle for Johannesburg 2010, parmi d'autres sujets. Desai était présent à Marikana en août 2012 et travaillait à un documentaire sur les mines de la ceinture de platine, sud-africaine. Son film, sorti avant le rapport de la commission, vise avant tout à établir une seconde version des faits. Il est didactique, retraçant le déroulement des événements chronologiquement, en mêlant images filmées et photographies prises en août 2012, images extraites des audiences de la commission, et entretiens réalisés entre 2012 et 2013 avec divers témoins et acteurs des événements. Projeté près de 300 fois en Afrique du Sud, le film fut utilisé lors des mouvements de grève de 2014 pour sensibiliser les mineurs et provoquer le débat. Il fut aussi vu à l'étranger, notamment dans le circuit des festivals, une centaine à ce jour, et il remporta en 2015 le prix du meilleur documentaire à FESPACO ainsi qu'aux Emmy Awards. En parallèle,
Desai a mené, et mène encore, une campagne assidue pour exiger que le gouvernement condamne les responsables et rende justice aux mineurs et aux familles des victimes. Le second film à l'étude est un documentaire expérimental intitulé Night is Coming, As Remedy for the Victims of Marikana, 2014, 66 minutes. Il a été réalisé en 2014 par Erjan Kaganov, de son vrai nom Jan Kerkhoff, artiste sud-africain, principalement connu pour ses films mais également auteur et performé. Parmi ses opus filmiques précédents, Western 4.33 évoquait en 2002 le génocide des Hereros dans l'actuelle Namibie, et en 2005, Giant Steps, réalisé avec Jof Mfakati, dressait un portrait collectif de poètes révolutionnaires sud-africains, notamment Lesego Rampolokeng, Lefifit Ladi et Kegafla Oamagogodi. Il travaille actuellement à une série de documentaires sur le mouvement étudiant et le rôle des Economic Freedom Fighters dans ce mouvement. Comme le premier film à l'étude, Night is Coming intéresse aussi par sa genèse. Au départ, il s'agit d'un film de commande. Le groupe de recherche international Hearing Landscape Critically, qui s'intéresse au rapport entre paysage et son, a demandé à Kaganov de réaliser un film au sujet et à l'occasion de leur congrès international à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud en 2013. Kaganov s'est dit choqué de ne voir aucun intervenant aborder le sujet de Marikana, 13 mois après les événements, et a décidé d'en faire le propos principal du film en mettant en tension monde universitaire et espaces défavorisés, à Marikana et à Stellenbosch. Le film est critique de ces commanditaires universitaires, qui l'ont d'ailleurs rejeté. Il fait bien référence au congrès, par le biais d'extraits de présentations et par de brefs entretiens avec quelques chercheurs mais, en réaction à l'omission évoquée ci-dessus, jugée grave, Kaganov coupe, colle, extrait, répète, mixe, enfin il déconstruit littéralement la parole universitaire qui comme Marikana doit faire l'objet d'un recul critique. Le film fut projeté dans de nombreux pays, y compris dans le réseau universitaire sud-africain, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas distribué commercialement, Kaganov préférant qu'il ne soit pas sous copyright. Une trénodie est un chant ou un poème de deuil, mais le film propose plus largement de réfléchir à Marikana comme événement, comme jeu de représentation, et comme phénomène national révélant des problèmes de justice spatiale, des tensions dans la construction nationale ou encore les privilèges du monde universitaire. Les deux films, très engagés, contredisent la version de la police. La thèse de la légitime défense reposait notamment sur un court clip vidéo, tourné par un policier sur son téléphone portable. Martelé dans les médias sud-africains, disséqué à l'envi, il a aussi été repris et déconstruit par les deux cinéastes. Le clip est ancré dans le point de vue de la police, au sens littéral. Le policier filme depuis l'arrière d'une ligne formée par ses collègues et un mur de véhicules de police alignés pour barrer la route aux grévistes. Sur les images, on voit un groupe de personnes non identifiées courir vers la caméra, vers les forces de l'ordre. On entend les coups de feu, on voit les corps tomber, puis on entend un ordre de cesser le feu. Le clip est marquant non seulement par sa violence brute, sa représentation frontale de la violence parfois mortelle exercée sur ces corps, mais aussi parce que les mineurs n'y apparaissent que comme une masse informe, dans un nuage de poussière, indistinct et déshumanisé. Cette image, isolée, associe le spectateur au point de vue de la police. Hors contexte, elle donne l'impression d'un déferlement incontrôlable, d'une charge menée par une foule indistincte en nombre et en identité. Les réalisateurs ont tous deux repéré le rôle central de ce clip dans le récit qu'ils souhaitent déconstruire. Ils s'attachent donc à contextualiser, pour l'un, et à déconstruire pour l'autre, cette courte vidéo et le récit des faits qu'elle a soutenus. Miners Shutdown, montrer et démontrer la violence des faits. Le film de Riyad Desai retrace pas à pas les événements ayant mené au massacre du 16 août 2012. Il prend la forme d'une enquête ou extrait de la commission, transcription d'échanges téléphoniques, échanges de courriels, images tournées au moment des faits, les siennes mais aussi celles des journalistes, des caméras de sécurité ou des forces de police, et entretien jouent le rôle de preuve. Si les images d'archives des mineurs, en particulier celles des caméras de sécurité de l'ONMIN, sont particulièrement aliénantes dans leur mise à distance d'une masse humaine indifférenciée, Desai vise à redonner une voix et une individualité à ces mineurs tués avant d'être tués. Il est ici, comme dans la majorité de ses films, le narrateur,
mais les voix plurielles qu'il fait entendre rendent son film polyphonique. Les personnes interrogées sont des grévistes mais aussi des médias présents, des chercheurs et la direction de l'ONMIN en la personne de Cyril Ramaphosa. Desai construit une autre version des faits sur la base d'une démonstration logique. Il prend soin d'articuler une chronologie précise d'août 2012, d'une part, et d'autre part, des rappels et mises en contexte historique sur l'apartheid et la transition démocratique. Miners Shutdown s'ouvre sur le clip évoqué ci-dessus. Pourtant, dès cette ouverture, le montage rassemble des éléments de contexte. Desai ajoute des images montrant les mineurs poussés par la police dans une série de corridors bordés de véhicules de police, d'où ils sont contraints d'émerger face aux tirs des policiers et face aux caméras de leur téléphone. La séquence d'ouverture se poursuit par des images d'arrestation, des images brutales d'hommes à terre, blessés ou morts, avec l'intervention d'un narrateur, le réalisateur lui-même, qui situe l'événement dans une temporalité plus large, celle de l'histoire sud-africaine. It's the 16th Terrace of August 2012. Outside the Lone Min Platinum Mine of Marikana in South Africa, 112 striking miners are shot down by police. 34 dit. Like many other South Africans, this shooting shook me to the core. Events like this took me back to the massacre of apartheid, Sharpeville 1960, Soweto 1976. Killings like these led South Africans to support Nelson Mandela and his struggle for freedom. À l'évocation de ce passé sombre, la caméra s'attarde sur le corps d'un homme noir, à terre, puis la séquence se poursuit par une suite d'images en noir et blanc. D'abord des corps étendus, des hommes noirs à terre, puis des arrestations, ensuite des scènes connues illustrant les références historiques en voix off. Le nom Sharpeville, sur un panneau et l'image d'un jeune homme jetant une pierre aux forces de l'ordre lors des révoltes de Soweto. Toujours en noir et blanc, nous voyons ensuite une ligne d'hommes agenouillés, probablement arrêtés car sous la surveillance de policiers debout et armés. Graduellement, les images virent à la couleur et le spectateur réalise qu'il s'agit là d'images du présent. Le procédé exprime ainsi l'idée d'une forme de persistance des violences policières depuis le passé d'apartheid jusque dans le présent, un continuum entre les deux temporalités contraire à la rhétorique plus optimiste du post-apartheid. Desai poursuit. Today these miners are being shot at by our new government to ensure that it's business as usual. We could see that lives were now being sacrificed for money, and that the young democracy we had so much hope for was under threat. La séquence se clôt sur de nouvelles images de corps étendus à terre, sans vie. Desai s'exprime au pluriel, faisant référence au choc national ressenti en Afrique du Sud lors des événements et au fur et à mesure des révélations de la commission d'enquête. Il déconstruit, dès la séquence d'ouverture, les récits nationaux post-apartheid en associant d'une part passé et présent et d'autre part, la politique contemporaine à la préservation des intérêts privés. Le réalisateur exprime ici son horreur face au massacre, mais aussi sa profonde déception vis-à-vis du gouvernement de l'ANC. L'émotion qu'il évoque, alliée aux images choquantes des corps des mineurs abattus et à un chant lent et plaintif en fond sonore, vise à rallier le spectateur à la cause en lui faisant ressentir l'horreur dès l'incipit d'un film principalement consacré à la démonstration logique et à l'explication. C'est là sa double stratégie, démontrer mais aussi susciter l'empathie. Desai a raison de souligner que les images filmées par la police font écho aux images de l'apartheid. Son film fait d'ailleurs lui-même écho à des documentaires tels que Last Grave at Dimbaza, Nana Maumo, 1974, Classified People, Yolande Zoberman, 1988, ou encore Fruit of Defiance, Brian Tillet et Oliver Schmitz, 1989, qui ont participé de la dénonciation des violences systémiques ou physiques de l'apartheid et ont constitué une alternative pour le public international aux films de propagande réalisés par le régime. Contrairement à Miners Shutdown, tous ces films furent tournés dans la clandestinité et vus principalement à l'étranger. Le film de Desai vise un double public, sud-africain et international. Le réalisateur établit un lien avec le public international dès la séquence d'ouverture, en faisant référence à des événements très médiatisés à l'étranger, Sharpeville, Soweto, et en présentant Nelson Mandela comme l'acteur unique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela and his struggle for freedom. Desai construit un pont vers nous, spectateurs hors d'Afrique du Sud, et cherche à passer par-dessus l'État sud-africain dans le conflit de récits entourant l'événement.
La réception du film fait écho à la double stratégie de Desai. Démontrer et toucher. Pourtant, un aspect de cette stratégie a été mis en cause. Dans la séquence d'ouverture, les images clés dans l'articulation entre passé et présent sont des images de corps d'hommes noirs souvent morts. Ce sont aussi celles qui amènent l'émotion dans cette introduction au film. Elles ont suscité une réaction mitigée, parfois même franchement négative, dans les médias sud-africains. Efficace pour susciter compassion et colère, cette stratégie reste en effet contestable éthiquement et parce qu'elle reproduit une tendance à la représentation décomplexée de corps noirs morts, tendance qualifiée de pornographie de la violence, ou violence pornographique, violence porn par certains artistes sud-africains. Comment alors évoquer la violence de Marikana en évitant une monstration crue? Night is Coming, démontrer et déconstruire la violence structurelle. Une fois les faits établis par la commission et à l'écran, dans Miner's Shutdown, l'évocation filmique de Marikana a pu prendre des chemins moins directs et moins littéraux, comme en témoigne le documentaire expérimental réalisé en 2014 par Ariane Kaganoff, Night is Coming, A Remedy for the Victims of Marikana. La stratégie de Kaganoff est diamétralement opposée à celle de Desai. Le film de Desai est une démonstration chronologique tout à fait didactique, tandis que la logique du film de Kaganoff est celle d'une déconstruction du sens. My film requires a lot of work on the part of the audience to mean the meaning, expliquait-il dans une interview accordée à 2 étudiants de Rhodes University 42. Dans une certaine mesure, il respecte la commande de Hearing Landscape Critically puisqu'il filme le congrès. Pourtant, ces images sont sans cesse disséquées et remixées. Jessica Dubeau de l'Université de Sheffield voit le mot interruption extrait de sa présentation sur Kafka pour servir de motif, de sample, au sens musical du terme, que Kaganoff utilise à l'envi dans le montage du film pour signifier la rupture ou le contraste. L'autre motif le plus récurrent est sonore. Il s'agit du bruit de tir émis par les fusils des policiers dans le clip évoqué en ouverture de cet article. Le film de Kaganoff utilise lui aussi le clip dès les premières scènes du film. L'utilisation qu'il en fait en revanche diffère radicalement. Si Desai contextualisait les images, Kaganoff les abstrait. Dans la séquence d'ouverture, le spectateur n'a accès qu'au son, une avalanche de tirs puis les ordres criés par les policiers. L'écran reste noir. La focalisation sur le son est une stratégie d'évitement permettant de ne pas montrer les victimes et d'éviter la représentation directe de la violence. C'est aussi l'occasion de mettre l'accent sur la responsabilité policière, puisque seules les forces de police se font entendre, les mineurs étant absents du paysage sonore. Enfin, le fond noir rappelle le deuil, l'une des missions revendiquées de cette trénodie. Par la suite, le clip est repris au ralenti, en noir et blanc ou en couleur, sur différents fonds sonores. Un texte politique prononcé par Lefifit Ladi, qui met en cause l'existence d'une liberté véritable dans l'Afrique du Sud contemporaine, mais aussi la sarabande de Handel, ou encore un extrait de concert de musique contemporaine joué par Marietje Po à l'université de Stellenbosch. Cette dernière séquence est interrompue par des extraits très courts de l'intervention de Jessica Dubeau, Université de Sheffield, à Stellenbosch. Son sans image, images distendues, images interrompues, images RE accent aigu interprétées par différentes bandes son, nous sommes amenés à déconstruire ce clip trop vu. Kaganoff l'explique. What I want to do is to frame this clip over and over again with a constant reassessment from every angle of what it could possibly mean. Il pèle les couches d'images, de sons et de sens afin d'interroger. Il s'assure d'une interruption constante pour éviter la sédimentation du sens et la fixation des images dans des récits monolithiques. Le terme to frame, encadré, est ici entendu très littéralement. Kaganoff utilise fréquemment des motifs de cadre pour mettre en abîme la caméra ou l'écran, mais aussi, plus généralement, pour ajouter à la mise à distance des images. Ces motifs imitent, d'une part, le cadre en bois d'une peinture au format paysage et d'autre part une pochette de disque. Les cadres deviennent centraux dans le film, tant et si bien que Kaganoff le définit dans la séquence introductive comme « a series of regularly repeated framing devices symphonically arranged in order to look like a documentary film » by Ariane Kaganoff. Le procédé joue un rôle de rappel par rapport au rôle des images dans la manipulation des récits. Il est d'ailleurs étendu aux grands récits nationaux de la période post-apartheid,
puisque Kaganov encadre à la fin du film les célèbres images de Mandela et de Klerk se tenant par la main, symbole de la réconciliation. Le même traitement est réservé à l'image de Mandela dansant, le même jour, image que Kaganov fait tourner en boucle pendant 1 minute, ponctuée par des bruits de tir. Cette utilisation, semblable à un gif, fait frôler le ridicule au personnage politique. À travers Mandela, c'est la réconciliation qui est visée comme l'un des récits à déconstruire. Kaganov l'annonce au milieu du film, son objectif n'est pas seulement de réfléchir à Marikana comme sujet, mais d'en faire un prisme, de théoriser par Marikana. My intention here is not only to theorize about Marikana, but to theorize through Marikana. Il utilise des éléments sonores du massacre pour poser des questions plus larges sur ce qu'est la violence en Afrique du Sud. Ainsi, le motif sonore des tirs est utilisé dans l'ensemble du film pour ponctuer des scènes de rue, un carrossier qui travaille, assis par terre, et des scènes universitaires, les applaudissements saluant le concert évoqué ci-dessus. L'objectif est ici d'étendre la définition de la violence à des logiques spatiales d'inégalité ou d'exclusion. La violence est systémique, structurelle chez Kaganov. Là où Desai établit des parallèles explicites entre passé et présent, Kaganov oppose des espaces par la juxtaposition et le contraste. Il tisse ces espaces comme Desai tisse les temporalités, en apposant scène à l'université et référence à Marikana, apposition qui révèle des lieux et des destinées opposées. Tout au long du film, Kaganov navigue entre évocation de Marikana et de l'université, sans que jamais, en effet, le sujet de Marikana ne soit abordé, sans que les espaces déshérités ne fassent irruption dans l'espace universitaire. La tension du film se recentre dans la deuxième moitié sur une opposition entre les espaces du campus, bâtiments, salles de conférence, bureaux administratifs, et les espaces de grande pauvreté situés hors de la ville où Kaganov se rend. Ici encore, les espaces sont étanches. Une séquence en particulier évoque la violence structurelle. Kaganov fait défiler une série de gros plans affichés en vignettes les uns à côté des autres et représentant l'université, tableaux, bureaux, badges du congrès, etc. Ensuite, les vignettes représentent une succession d'espaces flous, apparemment périurbains jusqu'au bidonville de Slaton. Celui-ci est défini par sa distance avec l'université, 3 km. Il est forcément périphérique, comme Marikana, loin des centres du pouvoir politique ou intellectuel. Mais Kaganov change de temporalité à Slaton. Il filme longuement in extenso des entretiens avec les résidents du bidonville. Ici, pas de 3e degré, de recadrage de sample. Il oppose 2 espaces universellement reconnaissables, celui de l'université et celui du bidonville. La séquence est l'occasion de montrer l'abandon de certains townships par les pouvoirs publics. Ici, plus d'eau courante, de tout à l'égout, ni de sanitaire fonctionnel. Une résidente l'amène filmer des toilettes inutilisables. Lorsque Kaganov revient aux universitaires, ceux-ci dansent à un bal traditionnel afrikaner. C'est désormais leur position géographique qui est définie par rapport à l'emplacement des toilettes, à 5 km. Kaganov propose de renverser la perspective en définissant l'espace occupé par les universitaires par son rapport avec le bidonville. Il met ainsi en question les différences de position en articulant privilèges et distance, et propose un retournement du centre et de la périphérie. Les formes plus directes de violence sont également désignées. La dénonciation de la brutalité policière à Marikana survient dès le générique de début. Contrairement à Desai, Kaganov n'a pas besoin de prouver les torts de la police puisque preuve en avait été faite à l'époque de la réalisation du film. Il peut donc les dénoncer via des raccourcis, dès la séquence d'ouverture où le film est présenté comme filmé dans un état policier, filmed in a police state. Les producteurs sont ainsi annoncés. Produced by Premeditated Murder Production in association with Badly Trained Cops on Steroids. Kaganov peut le faire sans craindre d'être incompris de son public, dont on peut déduire que c'est un public de Sud-Africains au courant des détails de l'événement. Malgré son recours à l'humour, le film est, comme celui de Desai, marqué par l'inquiétude. Kaganov filme une conférence, dont il ne montre que les mains de l'intervenant, en ajoutant en surimposition les noms de victimes de Marikana ponctués par l'expression « killed by police » et le son d'un coup de fusil, jusqu'à en arriver à « Your brota or fata, killed by police, next time it's you, killed by police ».
Le film de Desai cherche à susciter l'engagement du spectateur, son adhésion à un récit, tandis que Kaganov cherche à faire naître un questionnement constant, une forme de positionnement critique envers le film comme récit et comme média. Le film se clôt sur cette réflexion invalidant le pouvoir des images. I watched the film until the film itself became a kind of blindness. En se concentrant sur des inégalités socio-spatiales plutôt que sur des images de mort et de blessures violentes, Kaganov lie la violence d'État américaine à des formes plus ancrées, plus profondes de violence. L'abandon de certains bidonvilles par les pouvoirs publics, ou encore les problèmes d'accès à l'hygiène, aux soins, à l'emploi, à l'éducation, et propose un discours visuel qui met en avant une violence structurelle plutôt que physique, à long terme plutôt que ponctuelle. Conclusion. La réaction, largement perçue comme insuffisante, des pouvoirs publics sud-africains au massacre de Marikana, a révélé une faille dans la logique opposant passé d'apartheid et présent démocratique. Dans cet interstice, comme pour pallier les manquements des autorités, les artistes se sont engouffrés pour entamer une réflexion sur et par Marikana. Cet engagement éminemment politique s'inscrit dans un climat de remise en cause des grands récits de l'Afrique du Sud post-apartheid. Faut-il voir l'émergence d'une Afrique du Sud post-Marikana, dans les mouvements étudiants et sociaux qui abondent aujourd'hui dans le pays ? Ces deux films ne sont pas la fin de ce que le média cinématographique a à dire de Marikana. Plusieurs films sont en préparation, parmi lesquels deux mettront en avant les femmes de Marikana, oubliées des deux films, épouses des mineurs décédés ou membres de la communauté, et leur combat pour la mémoire des événements et la reconnaissance des préjudices subis. Chez Desai comme chez Kaganov, le film est un combat politique. Si Miners Shutdown est une campagne, Night is Coming est une guérilla. Race, empire et carte postale, une ethnographie du peuple zoulou. Gilles Tellier. La carte postale est née en 1869 en Autriche-Hongrie, à une période de grands bouleversements en Europe. Les 3 dernières décennies du XIXe siècle furent les témoins d'avancées majeures dans les développements technologiques qui favorisèrent la production massive d'objets, ce qui permet de dire qu'il s'agissait là des débuts de la société de consommation. Parmi ces avancées techniques, on peut citer les modes d'impression qui provoquèrent une explosion dans le domaine de la publication, journaux, livres, magazines illustrés, etc., grâce à une baisse des coûts de production et une augmentation de la qualité. On peut également mentionner les progrès de la production d'images, tels le développement de la photographie. Eastman invente l'appareil portatif en 1896, la fabrication du premier appareil de prise de vue par Thomas Edison, 1891, l'invention du cinéma moderne avec les frères Lumière, 1895, ou encore les rapides progrès des transports, qui permirent aux Européens de se déplacer de plus en plus vite et loin. Sur un plan politique et sociétal, c'est la course à la colonisation, de l'Afrique en particulier, après la conférence de Berlin de 1884 à 1885, ce que des historiens ont appelé le Scramble for Africa qui marqua cette période. De même, sur un plan culturel, on vit apparaître une appétence des classes aisées pour ce qui va s'appeler le tourisme, issu du traditionnel grand tour qu'il était de bon ton d'avoir effectué dans sa jeunesse chez les élites européennes, ainsi qu'un intérêt marqué pour l'exotisme ou encore une curiosité pour le monde, ses paysages, ses ressources et ses habitants à la suite des questions posées par les théories de l'évolution. L'émergence de nouvelles sciences au XVIIIe et XIXe siècle prit la forme moderne que nous leur connaissons, et elles arrivèrent à une certaine maturité en cette fin de siècle. Parmi celles-ci, on peut citer l'ethnographie qui fut concomitante des grandes collectes d'objets ethniques faites lors des nombreux voyages. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.